Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Oui, en plein cœur de l'exposition de la Victoire avec ce spectacle. Aujourd'hui, nous en sortons tout juste. Et quel bonheur, vraiment, le public présent a vécu un grand moment. Alors, c'est déjà, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est un moment exceptionnel, de beauté et de qualité. Voilà, je le dis face à vous. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir à notre micro Léa Enrault, qui est la chanteuse soprano, on va en parler dans un instant. Et puis, le créateur du spectacle, metteur en scène, c'est André Roche. Bonjour à tous les deux. Bonjour André. Bonjour. Alors, bienvenue à Alençon. Merci. Mais je sais que vous n'êtes pas très éloigné, puisque la compagnie L'Arsenal d'Apparition est de Mamers. Voilà, on est une compagnie de théâtre musical installée à Mamers depuis une dizaine d'années maintenant et qui produit des spectacles qui allient des textes, du théâtre, du chant, toujours du chant, que ce soit du répertoire ou bien des créations contemporaines. Alors vous êtes vous particulièrement donc metteur en scène mais également comédien ? Oui, ça m'arrive d'être sur scène. En tout cas pour ce spectacle, Anna Marly, une chanteuse en résistance, je suis à l'initiative de ce projet, c'est moi qui ai compilé, en tout cas choisi les chansons, fait un travail de recherche aussi autour d'Anna Marly, de ses partitions. C'est quand même une chanteuse qui est très peu connue aujourd'hui, même si on connaît le chant des partisans, qui est son œuvre la plus célèbre. Et donc j'ai fait la mise en scène de ce spectacle, confié ce travail sur scène à Léa et à Frédéric à la guitare. Alors justement, ce spectacle, Anna Marly, une chanteuse en résistance, vous l'avez créé il y a 2-3 ans. On va en dire quelques mots. Alors il est destiné au grand public, mais aussi aux scolaires. Hein. Oui, en fait, c'était en discutant avec des enseignants qui travaillaient sur cette période, sur la Seconde Guerre mondiale et sur la résistance, et qui disaient finalement il y a assez peu de traductions dans le spectacle vivant sur cette période. Ce serait peut-être intéressant de faire un projet là-dessus. Et ça faisait longtemps que je connaissais Anna Marly, enfin pas personnellement, mais en tout cas ses chansons, pas seulement le chant des partisans, et que j'avais envie de travailler sur ces artistes qui se sont impliqués dans la résistance à leur façon, justement en créant des chansons et des textes qui encourageaient les gens à résister. Alors c'est ce qu'on disait justement avec Annette Lajon, résistante à l'instant. La résistance, ça n'a pas été que des sabotages, que des actions armées. Ça a été aussi cette résistance de l'esprit très importante. L'art, la littérature, les publications clandestines. Ça, c'est un gros travail. Et je pense même qu'il avait été reconnu par beaucoup de résistants, et compris par le général de Gaulle, que ça avait été finalement la résistance qui avait survécu après la guerre. Ça, c'est important. Cet esprit se prolonge, c'est l'esprit français finalement, et puis universel en réalité. Alors ce choix des chansons, donc Anna Marly, il y a aussi dans le spectacle d'autres interventions. On écoute la radio de Londres. Oui, c'était aussi une volonté, c'était de transporter les gens dans le temps et de recréer ce qui aurait pu être un petit concert d'Anna Marly en 1942 à Londres devant les jeunes gens qui allaient partir à la guerre, aussi bien que devant les gens de la France libre, mais aussi de faire intervenir ce poste de TSF qui se déclenche de manière presque impromptue dans le spectacle et qui fait entendre des discours de part et d'autre, des chansons de propagande et de contre-propagande. Maréchal nous voilà était une chanson de propagande, et des chansons de Pierre Dac. Pierre Dac qui a beaucoup œuvré sur les ondes de la BBC pendant toute la durée de la guerre, parfois sur le mode humoristique, parfois sur le mode franchement plus sérieux, pour faire des chansons de contre-propagande. Et donc on l'entend aussi. Il y a Pierre Dac qui dit Hitler, débine-toi bien vite, c'est ça, sur les ondes de Radio Londres. Alors, c'est vrai que quand on réécoute votre spectacle, quand on assiste au spectacle, on s'aperçoit que c'était vraiment très riche, hein, finalement, ce qui se passait à Londres. Il y avait une modernité, il y avait une vivacité, ça fusionnait vraiment, c'était vraiment de la créativité, je cherchais le mot, mais c'est impressionnant. Oui, et il y avait pas mal de gens comme Anna Marly, donc revenons-en à elle aussi, parce qu'elle est quand même le cœur du spectacle, une chanteuse en résistance. Elle était venue d'abord avec sa famille à Paris en quittant la Russie. Et puis, elle avait un mari diplomate à l'époque, et donc elle était arrivée à Londres, et elle s'était dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour aider ? Et ben, je vais faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire écrire des chansons, et il y avait beaucoup de gens comme elle. Elle a rencontré, après avoir conçu le chant des partisans en russe, elle a rencontré Joseph Kessel et Maurice Druon, qui ont choisi d'en faire une adaptation française qu'on connaît aujourd'hui, mais elle a conçu beaucoup d'autres chansons qui sont formidables. Il y a la complainte du partisan notamment, mais alors c'est pas elle, mais bon là elle l'a chanté. Mais non, mais c'était d'elle aussi. Ah, c'est d'elle aussi, oui, d'accord. Oui. Ah oui, alors on va passer le micro, voilà, à Léa, Léa Enrault, donc la chanteuse du spectacle. Bonjour Léa. Bonjour.
Elle était compositrice, donc elle a écrit la musique sur le texte d'Astier de la Vigerie. Oui, d'Emmanuel Voilà. d'Astier de la Vigerie. Et donc elle composait et elle écrivait la plupart de ses textes quand même, ce qui était pas mal. Et elle les jouait, elle les chantait. Donc, Alors justement, bon, on va parler avec vous également, Léa Enrault. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'évoquer en 2016 la résistance, c'est peut-être parce qu'on la connaît pas assez. C'est cette radio de Londres. On en entend peu parler finalement, à part ce que vous faites. C'est vrai que, moi j'ai l'impression, à mon grand âge, qu'on en parlait peut-être plus. Quand j'avais 16 ans, 15 ans, et que, en tout cas, il y a une petite peur chez moi, ou peut-être chez d'autres aussi, que les jeunes oublient. Et moi, ça m'a ravivé plein de souvenirs de choses que j'avais étudiées, puis de récits que m'ont fait des grands-parents, des arrière-grands-parents plutôt. Alors justement, comment le reçoivent les jeunes? Vous avez été dans de nombreux établissements scolaires, vous avez été aussi vers le public. Comment le reçoit le public et les jeunes? En fait, moi j'ai remplacé la première chanteuse, donc j'ai été qu'une fois dans un collège à Amboise cette année, à l'automne. Et c'était des enfants des adolescents qui participaient au concours. Donc ils étaient, pas tous d'ailleurs, mais ceux qui préparaient le concours étaient extrêmement intéressés, et les autres aussi. En fait, j'ai trouvé qu'ils étaient d'une grande écoute, très curieux. Voilà, et ils ont été surtout très touchés par les interventions des résistants. En fait. Oui, bien sûr. Il faut dire que dans ce collège, quand on est allé jouer, comme dans d'autres, on est allé aussi au collège des Bordes, à côté d'Orléans, où il y a eu un maquis très important. Et donc on a associé ces représentations devant des collégiens, voire des lycéens, avec la venue d'associations de résistants. Et donc c'était du transgénérationnel, comme on dit aujourd'hui, mais c'était justement l'occasion d'une rencontre et d'un dialogue et d'un véritable échange. Donc les élèves avaient été préparés, ou en tout cas avaient travaillé le sujet avec des enseignants, mais il y avait aussi eu cet intermédiaire des résistants qui à la fois retrouvaient des choses qu'ils connaissaient bien à l'époque, mais c'était un bon prétexte pour discuter. Ah, bien sûr, alors c'est vrai, j'en profite pour vous poser la question, c'est une excellente façon de parler d'histoire, de faire du théâtre ou de présenter des spectacles, ça passe encore mieux. Oui, ça permet de se replonger dans le passé. Enfin, moi j'ai conçu ce spectacle comme une petite machine à remonter le temps. Et je me suis dit, j'avais plusieurs idées, puis je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut essayer de ramener les jeunes à ce qu'on pouvait sentir, entendre, percevoir en 42, et de voir ce qui se passe et ce que ça déclenche comme parole et comme dialogue. C'est une façon c'est du spectacle vivant, c'est bien ce mot-là, le plus important. Oui, Léa. Et ce qui les a beaucoup touchés, les pré-ados et les ados, c'était de comprendre en fait que les résistants avaient leur âge, voire moins, à l'époque, et que, notamment, il y avait un résistant dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais qui a posé des bombes, qui a quand même failli mourir plusieurs fois quand il avait 14 ou 15 ans. Et ça les a vraiment impressionnés, en fait. Et je pense que ça leur permet aussi de se dire, tiens, le monde dans lequel on vit, quel est-il ? Est-ce que c'est si terrible, ou qu'est-ce qu'on peut faire aussi Ça interroge, en tout cas, de se poser les bonnes questions, ça c'est sûr. Léa, alors je vais vous demander également, vous chantez donc, vous interprétez de nombreuses chansons dans ce spectacle. Que ressentez-vous en vous mettant comme ça un peu dans la peau d'Anna Marly, donc une résistante? C'est quand même quelque chose qui est assez rare chez une chanteuse. En fait, c'était pas vraiment une résistante, dans le sens où elle a soutenu en tout cas les troupes. C'est une autre forme de résistance, mais ça a été très mais efficace. Bon, elle était à Londres, c'est un peu différent. Il y a des gens qui étaient plus proches. Si, elle a quand même vécu sous les bombes, elle le raconte. Elle a écrit une autobiographie où elle raconte ça, et le manque de nourriture. Surtout qu'elle était mariée avec un diplomate, donc au début, quand elle est arrivée à Londres, elle avait quand même des avantages, mais très vite, il a succombé au charme d'une Anglaise. Et donc elle s'est retrouvée vraiment à devoir se débrouiller toute seule, loin de sa mère qui était à Paris, et de sa sœur, qui était à Paris.
Et enfin, moi, elle m'impressionne surtout parce qu'elle était à la fois compositrice, chanteuse, elle était danseuse aussi à l'origine, elle était extrêmement cultivée. Elle parle, on entend des enregistrements où elle parle le français parfaitement parce qu'elle l'avait appris en Russie. Et elle était très humble aussi, très modeste. Donc, par exemple, le chant des partisans, elle l'a créé. Donc, elle a écrit, enfin, elle a créé la musique et le texte en russe conjointement. Et puis les résistants l'ont entendu, ils ont dit oh, c'est génial et tout, faut que ça va devenir le chant de la résistance, il faut qu'on se revoie, on va écrire un texte en français. Et donc elle a traduit son texte russe en français. Et quand ils sont arrivés, ils avaient aussi écrit un texte. Et elle était tellement modeste qu'elle n'a pas osé montrer son texte à elle. Donc c'est leur texte à eux qui a primé. Et son texte en russe, il est beaucoup plus poétique. Enfin, il parle beaucoup de nature et puis d'espérance. Il ne parle pas du tout de faits de guerre comme le texte français. Donc c'est un autre, enfin un pendant voilà, du texte français. Ah oui, un texte évidemment très important, la Marseillaise de la Résistance, hein, c'est comme ça qu'on le présente. Alors, dans ce spectacle, on va également évoquer le guitariste, puisqu'il a un rôle très important, c'est Frédéric Costantino. Oui, Frédéric qui est dans les parages, qui a donc adapté beaucoup de musiques qui à l'origine ont été écrites pour l'orchestre ou pour le piano. Il y a dans ce spectacle 3 mélodies de Francis Poulenc. Francis Poulenc oui. Était un compositeur français qui écrivait surtout de la musique classique et qui a choisi, il s'est posé la question, il a choisi de rester, lui, à Paris. Et il a composé un certain nombre de mélodies qui sont absolument magnifiques sur la guerre, et notamment une qui me touche beaucoup, qui s'appelle Bleuet, sur un texte d'Apollinaire. Et en fait, il a écrit en 1942 une chanson sur un texte qui avait été écrit pendant la guerre de 14. Et où il avait l'impression que voilà, les jeunes gens revivaient quelque chose que la génération précédente avait vécu. Et il a composé une mélodie absolument magnifique là-dessus qui s'appelle Bleuet. Et puis un texte de Charles d'Orléans, alors là c'est un texte de la Renaissance sur l'espérance et une prière. Et puis une troisième chanson qui s'appelle Le Disparu et qui raconte la disparition d'un de ses amis, André Platard, qui un beau jour a disparu, on ne sait pas où il était passé, et dont il avait bien conscience qu'il était sans doute au fort du Mont Valérien, c'est-à-dire avec des gens qui avaient été embarqués et qui étaient fusillés là-bas sans qu'on en informe les familles. Donc voilà, Frédéric a fait un gros travail d'adaptation de ces mélodies, de musique écrite pour piano ou pour l'orchestre. On entend Mademoiselle Swing, qui est une chanson de Raymond Legrand, ou Lily Marlène aussi. Et donc il accompagne Léa, et puis il dit aussi un texte qui est un texte de Pierre Dac, qui est une émission radiophonique, un bulletin météorologique burlesque sur tout ce qui dégringole de fer et d'acier sur l'Allemagne à cette époque-là. C'est très humoristique en tout cas, et bravo donc à l'ensemble de l'équipe, hein, évidemment, et grand merci puisqu'il est devant nous, à Frédéric Costantino qui fait partie de ce spectacle. Alors, nous sommes ici en plein cœur de l'exposition de la Victoire, c'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui appartenaient à nos libérateurs, il y a un espace musée avec la déportation qui est évoquée au travers de tableaux peints par Francine Mérand. Il y a aussi des objets qui ont appartenu à des hommes qui ont débarqué le 6 juin, le commando Kieffer, qui est entré dans la légende, ces 177 hommes qui sont là depuis le 6 juin 1944, qui sont là, qui débarquent avec les Anglais, les Américains ou les Canadiens. Et effectivement, donc faire cette exposition, vivre en plein cœur du public comme ça j'imagine que ça parle évidemment. Et qu'est-ce que vous pensez de cette exposition ? Évidemment, ça a du sens avec ce qu'on est venu faire aussi ici, parce que c'est aussi une façon de présenter des objets d'époque. Et puis de revenir sur... Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est important, c'est d'en faire une réalité et pas juste un souvenir en l'air comme ça ou une sorte de fiction de l'histoire, mais de rendre véritablement concret. C'est vrai qu'on lit plein de choses, on apprend plein de choses. C'est la même démarche. Absolument. Aller vers le grand public, c'est aussi notre souhait, notre volonté. Et le théâtre, en tout cas, cette création artistique magnifique qui permet d'aller vraiment dans l'histoire, de cette plongée dans l'histoire magnifique avec la voix de soprano de Léa Enrault. Alors Léa qui a chanté donc toutes ces chansons. Il y a Anna Marly, il n'y a pas qu'Anna Marly, il y a quelques chansons. Alors sans donner votre avis personnel, mais les plus agréables à chanter, vos préférés, ce sont lesquels dans le spectacle ?
C'est une bonne question. Ah Merci voilà, ça de c'est une l'avoir bonne question. posée. Non, Il y a des choses très très différentes. Moi, ce qui est quand même assez chouette dans ce spectacle, c'est qu'il y a beaucoup de chansons et c'est pas du tout le répertoire que je chante majoritairement, parce que je chante plutôt de l'opéra ou de l'opérette, enfin des choses qui demandent de projeter plus la voix. Et là, c'est plus proche de la voix parlée, c'est plus intime. Alors, il y a une chanson que j'aime bien chanter, qui est une chanson en yiddish aussi, parce que je la chante. Déjà, je la chante a cappella, ce qui est très rare. Enfin, c'est la première fois, ça fait 20 ans que je fais ce métier, que je chante a cappella, en fait. Enfin, si, il m'est arrivé de chanter des petits bouts dans des morceaux, mais là, c'est vraiment... Et puis de chanter en yiddish aussi, qui est une langue un peu... qui est en voie de disparition. C'est assez chouette, c'est aussi la première fois que ça m'arrive. Voilà. Après, il y a des choses, c'est vrai, qui portent le chant des partisans, même si moi, personnellement, je trouve que le texte est un peu violent, parce que tuer vite, ohé, les tueurs au couteau, tuer vite, mais enfin bon, c'est un chant de guerre, mais quand on le chante, on se sent quand même investi d'une espèce de puissance, enfin, je trouve. Et puis, dans l'inconscient collectif, c'est vrai que à chaque fois que je l'ai chanté, les gens soit chantent avec moi, soit murmurent, enfin la mélodie. Donc c'est assez fort comme moment. Voilà, après, il y a d'autres choses qui sont amusantes à chanter, comme Mademoiselle Swing. Merci Voilà. justement d'avoir évoqué à nouveau cette chanson en yiddish, là, et puis évidemment le chant des partisans. Alors le temps passe, l'interview va arriver à son terme. On va vous remercier encore une fois d'être venu. La complainte du partisan, à la fin, le vent souffle sur les tombes. On nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre. Et c'est vrai qu'on les a pas, et la liberté reviendra surtout aussi. Bon, finalement, malgré tout, on les a jamais oubliés, ces résistants. Et grâce à vous, grâce à ce travail, entre autres, un petit travail finalement qui se rajoute aux autres, un goutte d'eau dans l'océan, mais qui a son importance. Alors je vais vous remercier vraiment très chaleureusement, à nouveau vous féliciter pour ce beau spectacle, et puis vous continuez à faire ce travail pour faire connaître la France libre, faire connaître Londres, ce qui s'est passé pendant cette Seconde Guerre mondiale, du côté des résistants bien sûr, et puis rendre hommage à Anna Marly. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, merci pour votre accueil. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.